Et voilà, c'est parti, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Ce soir, je suis avec Clotaire. Salut Clotaire. Bonsoir Cédric, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir. Et nous allons passer une soirée pour savoir si vous êtes passeur d'âme. Donc ça va être un sujet très très intéressant qu'on attend avec impatience. Donc merci Clotaire déjà de venir nous présenter ça. Merci à vous bien d'être disponible ce soir pour regarder cette conférence ou d'être disponible également en replay si vous nous regardez en replay. Clotaire vous a préparé pas mal de choses, donc aussi prenez de quoi noter, prenez de quoi boire surtout, et puis coupez toutes les distractions, comme ça vous allez pouvoir rester très concentré pour ce que Clotaire nous a préparé. Donc j'attends vos petits retours. Nadia nous dit parfait, bien. Merci beaucoup Nadia, merci beaucoup Nadine, merci beaucoup Sofara pour vos retours. Alors, bien pour commencer et avant de rentrer bien dans le vif du sujet, Clotaire, est-ce que tu pourrais déjà en quelques mots bien te présenter à nos chers auditeurs? Il y en a qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas encore, donc voilà, nous dire un petit peu bien qui tu es, ce que tu fais et pourquoi ce soir tu vas nous parler bien des passeurs d'âme. Tout à fait. Alors moi je suis juste un messager de plus, comme il y en a tant d'autres. Je suis à Brive-la-Gaillarde, avant j'étais à Toulon et j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal voyagé, j'ai vécu pas mal d'expériences qui m'ont amené dans le métier de formateur. Donc j'aide les personnes à se connecter à leur guide, plutôt avoir des réponses en conscience. Ça c'est le thème d'une formation qui a déjà été donnée sur ANV. Et ensuite, je forme les personnes pour avoir des outils pour aider leurs prochains du mieux possible. Donc, c'est à travers ça que j'ai canalisé une méditation et une formation qui permet à la fois d'avoir des outils qui soient sérieux, efficaces, qui permettent de mettre des protections et aussi qui permettent d'aider un proche à monter dans la lumière. Avant de commencer cette conférence, déjà, je vous remercie à toutes d'être là. Et je dis à toutes parce que pour l'instant, je vois pas un seul commentaire d'homme. Alors, j'espère qu'il y en aura aussi parce que c'est pas lié à un sexe, c'est bien sûr lié à une nature, à une personnalité. On va l'explorer tout ça. Et l'idée aussi, c'est de vous demander de prendre du recul et du discernement par rapport à ce que je vais vous partager parce que c'est de la spiritualité. Je revendique donc aucune religion, aucun credo particulier. Simplement, c'est une foi et cette foi que j'ai qui m'anime, des fois, j'ai tendance à oublier que chacun est là pour prendre que ce qui lui parle. Donc, c'est vraiment important de vous transmettre ce message. Chacun a sa vision du monde. Vous êtes libre de partager ou pas les croyances et surtout de poser des questions. C'est ça qui est important et c'est ça qui fait la richesse de ces Vibra conférences. Je vais beaucoup parler pendant environ 45 minutes. Une présentation qui, j'espère, vous plaira et vous aidera à répondre à la question principale, c'est êtes-vous passeuse d'âme? Et ensuite, on prendra un temps pour pouvoir répondre à vos questions. Sachant que de ces questions, si vous me posez toutes, alors, est-ce que moi je suis passeuse d'âme? Est-ce que moi, est-ce que moi je peux faire ci, je peux faire ça? C'est pas possible. Je peux pas poser des questions, des réponses comme cela. Simplement, j'espère que les clés que je vais vous transmettre ce soir vont vous permettre de prendre confiance dans vos capacités et de définir avec précision à la fois vos choix d'incarnation, mais aussi vos possibilités. Pourquoi je commence comme ça? Tout simplement pour un petit peu casser les clichés et les idées préconçues qu'on retrouve un petit peu dans la spiritualité, auxquelles j'adhère pas du tout, c'est-à-dire on n'est pas sœur d'âme, c'est un choix d'incarnation, point à la ligne. Et bien en fait, ça, c'est pas aussi simple que ça. On peut devenir passeur d'âme sur plein d'aspects. On va donc définir qui sont ces passeurs d'âme, ce dont ils ont besoin pour passer à l'action, et du coup, quelles sont les difficultés et les obstacles de ce chemin. La première chose à faire, c'est poser une définition pour qu'on soit d'accord. La définition d'un passeur d'âme pourrait être une personne qui facilite les changements, les différents passages d'une âme au cours de sa vie. On va considérer l'âme comme un véhicule, celui de toutes nos expériences et qui est immortel. Ça veut dire qu'on va partir du principe, et j'espère que vous partagez cette croyance,
que nous ne sommes pas des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité, mais nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Et dans le domaine de l'humain, il y a beaucoup à faire. C'est pour ça que les passeurs d'âme vont être en quelque sorte comme des ponts entre deux dimensions qui vont faciliter les différents passages. Et là où c'est important à transmettre ce message, c'est qu'on peut devenir passeur d'âme parce que ce qui se passe en ce moment, vous l'avez peut-être sûrement senti, parce que je pense que cette sensibilité de plus en plus de personnes en prennent conscience, c'est qu'il y a beaucoup de transformations à l'échelle planétaire. La Terre modifie sa vibration, la Terre augmente en vibration, et donc il y a beaucoup de choses qui remontent, notamment les âmes coincées, les âmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'humains. Ces âmes-là qui sont, pour les définir, des personnes qui n'ont plus de corps physique, donc qui ont été humains et humaines sur cette terre, et qui du coup se retrouvent coincés pour différentes raisons, que nous aborderons plus tard dans la partie centrale de la conférence. Étant donné qu'il y a beaucoup de passeurs à l'action, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent se retrouver à vivre des situations difficiles, pas forcément confortables. Et d'ailleurs, il se peut même que vous soyez parmi celles-là ce soir. C'est-à-dire, en gros, vous avez des expériences, des ressentis, un développement peut-être de vos capacités visuelles qui vous amène à voir les défunts, à les ressentir, et du coup, vous savez pas quoi en faire. Eh bien là où c'est important, et j'espère que cette conférence de ce soir vous aidera, c'est que on ne doit pas subir ce rôle, cette fonction, parce que la fonction des passeurs d'âme est de servir et d'aider nos frères et sœurs de lumière. Alors pourquoi j'utilise ce terme? Parce que ce que je partage avec vous, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est de la spiritualité. Les croyances divisent et les valeurs ressemblent, la rassemblent. Et ma valeur, c'est que nous provenons tous de la même source. Nous venons tous de ce qu'on appelle le moi divin, le grand créateur, l'architecte, vous l'appelez comme vous voulez. Mais l'idée, c'est que nous sommes des âmes qui se sont incarnées sur Terre et qu'étant donné que nous venons de la même source, que nous sommes issus du même créateur, eh bien, nous sommes tous et toutes étroitement liés. Et donc, quelque part, les personnes qui sont désincarnées sur un autre plan, ce sont nos frères et sœurs de lumière. Et ça, c'est important sur plein d'aspects. Le premier, c'est que les passeurs d'âme ont cette petite lumière, cette petite antenne qui font que les personnes désincarnées les reconnaissent, même si vous ne les connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de lien avec ces personnes. Elles viennent vous voir pour vous solliciter, des fois sans prendre des pincettes, hein. Je vous raconterai des petites histoires à ce propos, mais aussi, il est possible qu'ils soient déjà dans vos lieux, qu'ils soient déjà dans des résidences, et là, c'est pas la même chose. Commençons d'abord avec une petite histoire, pour se mettre un petit peu dans le bain par la pratique. L'année dernière, je suis parti en Égypte avec ma compagne et nous avons fait la fameuse vallée des rois et la vallée des reines. On y est allé en tant que touriste. Donc, qui dit en tant que touriste, ça veut dire en gros, je mets pas de protection, j'y vais comme ça, un petit peu comme un touriste lambda. On rentre dans une tombe et d'un coup, on se sent chargé, mais c'est comme si on avait un poids sur les épaules, une sensation de froid, de perdre mes énergies, d'être accablé, alors que la personne devant moi n'avait rien, il marchait normalement, et ma compagne à côté a exactement les mêmes sensations. Là, on se regarde et on comprend que ces âmes qui étaient dans ce tombeau ont vu un petit peu cette lumière qu'on a et se sont dit: «Ah super, un humain qui peut nous aider!» Pouf, se sont collés à nous. Et donc là, on a subi cette situation, on est ressorti complètement chargé et on avait un ticket pour aller voir 3 tombes. Et vu la fréquentation de ce site, on a eu envie d'aller vers
une tombe où il y avait personne. Donc nous sommes dirigés tout en haut et il y avait une tombe d'un frère et d'une sœur enterrés. Et quand nous sommes rentrés, nous sommes tombés face à une fresque magnifique d'Isis. Donc Isis, hein, pour vous rappeler, c'est cette fameuse déesse égyptienne avec ses grandes ailes, qui est aussi la mère divine, qui n'est autre que la Vierge Marie. Mais ça, c'est une question de religion qui les divise, mais c'est la même énergie. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est allongé. Franchement, on n'a pas cherché à comprendre. On était vraiment, mais oppressés. Et on a clairement senti un nettoyage, un dégagement. Et à la fin, on a senti que c'était terminé parce que on a reçu mais beaucoup d'amour. Un petit peu comme si toutes ces personnes désincarnées nous remerciaient d'avoir servi un petit peu de relais. C'est ça, en partie, ce que font les passeurs d'âme. Ils aiment les personnes désincarnées à rejoindre les plans de lumière. On n'a pas forcément besoin d'avoir conscience pour remplir son rôle. Ce qui est important, c'est être au service. Plus on est dans le cœur, plus on a une vibration haute et plus on peut aider. Mais c'est exactement pareil dans notre vie de tous les jours, hein. Et donc pour ça, c'est important d'avoir une hygiène spirituelle, mais aussi de pouvoir travailler sur les protections. Et là, on va rentrer dans le cœur de la thématique. Est-ce que parmi vous, il y en a qui subissent, par exemple, divers symptômes tels que la perte d'énergie de manière aléatoire, la sensation des fois de froid, d'avoir un poids sur les épaules, d'être observé, ou des fois de percevoir, donc là je vous ai parlé en termes de ressenti, là maintenant on va parler en termes de clairvoyance. Est-ce que des fois vous avez l'impression de voir des ombres passer, voire même des visages? Donc ça c'est ce qui concerne la clairvoyance, car on peut voir les défunts qui se déplacent. Vous pouvez aussi entendre dans votre tête des voix, des personnes qui vous appellent à l'aide avec la clairaudience. La voix est différente de vos pensées. Vous pouvez aussi avoir des accents, vous pouvez entendre des fois des hurlements, des appels en détresse. Ce sont les trois principaux canaux, donc le clair-ressenti, la clairvoyance et la clairaudience, qui vous permettent de capter le monde de l'invisible. Donc, première question, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et deuxième question, qu'est-ce que vous en faites? Comment réagissez-vous quand vous avez ce genre de symptômes? Parce que si vous me dites oui, ça m'arrive, mais j'attends que ça passe, alors là, il va falloir faire la formation, hein, parce que je suis pas d'accord avec l'idée que vous subissiez cette fonction qui est super utile à partir du moment où on apprend à se respecter, à poser des limites. Et ça, c'est super important. Pour donner un exemple précis, je vous ai parlé tout à l'heure de l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. À partir de là, il y a énormément de choses qui remontent, notamment donc le bas astral, mais aussi des âmes qui reviennent en surface, on va dire. Et donc du coup, elles vont chercher de l'aide. Étant donné que au-delà du corps physique, le temps et l'espace sont complètement différents, eh bien, ils peuvent venir vous solliciter, voire vous déranger, même vous intruser, n'importe où, n'importe comment, même la nuit. Alors, dites-moi un petit peu comment vous positionnez par rapport à tout ça. Moi, je Mais m'énerve, j'en ai marre de ressentir cela tous les soirs. Ok, je comprends, Sodra, vous n'êtes pas obligé de le subir. D'avoir mon gamin qui hurle parce qu'il en voit. Alors, mon premier conseil, ça va être d'apprendre à dire non, de pouvoir mettre en place des protections, style la coque énergétique, l'appel aux archanges, mais aussi les pierres. Les pierres en lithothérapie fonctionnent très très bien. Je vous donne un exemple. Moi, dans le bureau où je suis, je fais passer beaucoup d'âmes la journée. Ça me dérange pas. Je mets pas de pierre de protection parce que j'accepte d'être au service sur mon temps de travail. Le soir, quand je rentre chez moi, c'est ma vie personnelle et j'ai mis mais une énorme labradorite comme ça,
un bloc qui fait au moins 3 kilos à côté de mon bureau, de ma chambre, de mon lit, pardon, et il y a aucun souci. On n'a jamais été dérangé. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection qui va émettre un bouclier énergétique. Elle est super efficace. Vous pouvez mettre aussi de l'œil de tigre aussi, qui agit comme un bouclier qui va renvoyer les énergies. Donc j'utilise ces 2 pierres-là, c'est suffisant, il y en a sûrement d'autres. Et ensuite, votre enfant qui est sûrement passeur d'âme, eh bien, c'est plus complexe à gérer parce que on dit aussi que depuis les années 80, il y a les enfants indigos qui s'incarnent pour aider les changements de conscience, aider la transition de ce monde actuel pour aller vers le nouveau monde. Et il y a beaucoup de chances pour que votre fils en soit un, Sandra. Et du coup, le chemin qu'il a choisi, c'est un chemin un petit peu difficile avec sa sensibilité, avec ses capacités spirituelles ouvertes. Ça va être un travail pour lui d'apprendre à fixer des limites et à dépasser ses peurs. Voilà, ça c'est important. Vous avez peut-être des thérapeutes autour de vous qui sont ouverts à ce monde-là et qui vont pouvoir l'aider. Nadia, j'ai une dame qui m'a appelé une fois chez moi en pleine journée. J'ai ressenti tes présences chez moi la nuit, mes protections et ancrages tous les jours. C'est super bien, Nadia. Je pense avoir suffisamment insisté sur la notion de protection. Et parmi celles-là, l'ancrage est une excellente protection. Pourquoi? Bien parce que nous avons des corps énergétiques. Ces corps énergétiques se modifient en fonction de nos sentiments, de nos pensées, de nos actions. Par exemple, quelqu'un qui est trop dans le mental, trop dans la tête, eh bien, il va être complètement désancré. On va dire qu'il va être perché, la tête dans les nuages, il va complètement planer. L'ancrage, ça va se situer au niveau du chakra racine et c'est un exercice qu'on voit aussi en formation parce qu'il est indispensable, qui va ramener vos énergies dans le sol et du coup va vous rendre solide. Un petit peu comme si, vous savez, un drapeau flottait au vent, si on le laisse libre, et le fait de l'amarrer solidement à un poteau, eh bien même s'il y a du vent, le drapeau reste bien en place. C'est exactement ça l'idée de l'ancrage. Annelise, j'ai déjà eu des expériences de clairvoyance. D'accord, très bien. Catherine, un jour dans un centre commercial, j'ai été envahi d'un mal-être important. C'était la première fois que j'étais confrontée à ma mission de passeuse d'âme. J'ai fait appel à mes guides pour qu'ils m'aident et j'ai senti une libération. C'est chouette, bravo Catherine. C'est un bon réflexe qui n'est pas forcément accessible à tous. Parce que déjà, il faut avoir conscience qu'on a des guides. De deux, il faut se sentir libre à leur demander de l'aide. Et ensuite, il faut aussi que vos guides soient en capacité de vous aider. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que les guides nous demandent de nous aider nous-mêmes et sûrement que nous avons des choses à travailler par rapport à ça. Par exemple, le fait de subir souvent des âmes et d'être parasité le soir, c'est pour nous faire travailler l'importance de savoir dire non, de se respecter, de se fixer des limites. Et ça, combien d'entre nous avons cette problématique à régler? Et bien du coup, à travers cette intrusion de défunts, c'est aussi un moyen de travailler sur nous et d'apprendre à se protéger. Sandra, j'ai peur d'une énergie en particulier qui est très très froide et je ne sais pas à qui il est. Eh bien, dans ces cas-là, il faudrait peut-être vous prendre en photo quand vous le ressentez et en clairvoyance, on peut réussir à le voir. Moi, je réussis à voir les défunts sur les photos, sur les auras des personnes. Ça demande un peu d'entraînement, mais c'est accessible. Alors, Maxima, moi, je les ressens des fois en moi. Je demande à mes guides de m'aider ou j'envoie de l'amour. Alors ça, c'est vraiment chouette. En revanche, le fait de les ressentir à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous faites incorporer. Et ça, c'est pas forcément juste. Mais ça, c'est pas facile à maîtriser puisque ça veut dire être capable de mettre une distance énergétique. Et c'est vraiment pas facile. Lise, maintenant j'ai une entité qui me suit partout, il demeure chez nous, mais rien à faire l'an passé, c'était ma mère décédée depuis 14 ans, même si je mets mes limites. Alors, Lise, ce qui se passe, c'est que vous avez votre maman qui est là et qui du coup
compte sur vous pour vous aider pour que vous l'aidiez à monter dans la lumière. C'est ce qu'on appelle un passage d'âme. Et un passage d'âme, ça va consister à écouter le défunt, à pouvoir comprendre pourquoi votre maman est restée bloquée. Elle a sûrement un message, elle a sûrement des choses à vous délivrer. Donc, si vous n'y arrivez pas seul, eh bien, osez demander de l'aide. Si vous avez un thérapeute que vous connaissez qui peut vous aider. Liliane, oui, le froid la présente derrière moi. Donc, on constate bien que le froid, c'est vraiment une caractéristique commune qui n'est pas liée à la température de la pièce. Mais il faudrait affiner aussi, hein, Liliane, pour réussir à discerner. Ça, c'est important. Je pratique Qigong Yoga, porte des pierres et j'ai appris à me protéger par la lumière. Super. La meilleure des protections, c'est en utilisant l'énergie la plus puissante dans l'univers, qui est, à vos claviers, l'énergie d'amour. Donc la lumière, c'est de l'amour. Plus vous émettez de la lumière et de l'amour, et plus vous aidez les âmes à monter. Exactement de la même manière que quand une personne ne va pas bien, ce n'est pas en plongeant dans sa tristesse et en étant dans le même état émotionnel, mais c'est bien en se plaçant dans une vibration plus haute, donc une vibration d'amour qui va permettre d'aider cette personne à remonter la pente. C'est exactement le même procédé. Nadine, je savais pas qu'on pouvait dire non. Eh ben, je suis content que vous écoutiez cette conférence hein, ce soir. C'est super important. Alors, je savais pas que ça existait, ni comment faire pour s'en débarrasser. Je pense que ça risque de recommencer, non? Alors sûrement, Sandrine. Alors, voilà un petit peu. Il faut savoir dire non, mais gentiment avec respect. Oui, tout ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de vous transmettre l'importance euh, des réactions en cas de présence de défunt. Un jour, on m'a appelé parce qu'il y avait une âme d'enfant qui était coincée dans une maison et qui faisait pleurer le bébé de la maison. Cette dame m'appelle et elle me dit, voilà, je sais plus quoi faire. Quand j'ai mon bébé dans les bras, dans le salon, tout va bien, mais dès que je le mets dans sa chambre, ça va pas. Il se met à pleurer. Je sais, et dès que je le reprends, ça va mieux. Je comprends pas ce qui se passe. Du coup, en me branchant à mes guides, il m'explique qu'il y avait une âme qui était coincée et qui, du coup, elle n'était pas en capacité de l'entendre, mais c'est son fils qui les a captés. Mais comme il n'arrivait pas à mettre des mots, c'est par les pleurs qu'il s'exprimait. Et du coup, en me connectant avec des photos, parce qu'une âme qui se balade, c'est super dur à dialoguer, et bien du coup, avec des photos, je commence à voir une tache un peu sombre dans la chambre à gauche. Et donc là, j'ai su avec certitude qu'il s'agissait d'une âme bloquée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, toutes les protections et tout, ça sert à rien. Je suis pas là pour me protéger, moi je suis intervenu pour aider ce bébé à se libérer de cette souffrance. Et pour ça, j'ai dû aider l'âme de cette personne qui était bloquée à monter vers la lumière. Et là, j'ai découvert que c'était un enfant qui avait été, on va dire, tué près d'un arbre, un olivier, et qui du coup était coincé. Donc j'aide son âme à monter et ensuite je pose des questions à la maman. Elle me dit qu'est-ce que vous avez vu? Donc je lui parle d'un terrain avec un olivier, tout ça. Elle me dit mais c'est exactement ce qu'il y avait sur le terrain avant la construction de la maison. Ce qui montre bien que ce que vous percevez n'est pas forcément lié à vous, mais peut-être aussi lié à la situation géographique. Et là, on va appeler ce qu'on appelle des âmes errantes. Et si vous avez un contact avec des âmes errantes, vous avez beau mettre des protections et dire non avec gentillesse et respect, si c'est votre mission d'âme, vous n'avez plus vraiment ce qu'on appelle le libre arbitre. Pourquoi? Parce que les choix d'âme sont plus forts que les choix de l'ego. Ben oui, c'est logique. On va dire que notre âme, c'est notre grand moi. Notre ego, c'est notre petit moi. Imaginons que notre grand moi a décidé, avant de s'incarner, de servir.
en tant que passeur ou passeuse d'âme. Et que du coup, dans votre vie actuelle, vous n'ayez pas envie, vous n'ayez pas les outils ou que ça vous fasse peur. Eh bien, votre choix d'incarnation va être plus fort, puisqu'on ne peut pas utiliser son libre arbitre, mais je vais plutôt vous encourager à vous former, à dépasser vos peurs, à vous équiper d'outils pour pouvoir y faire face. Parce que c'est pas juste, quand je lis vos commentaires, de voir que vous êtes attaqué la nuit, que ça vous dérange. Tout ça, ce sont des étapes. J'étais comme vous au début. J'en ai beaucoup bavé. Ça a été intrusif. En revanche, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup travaillé, on va dire, la force de caractère pour les mettre à distance. Et ça, c'est important. Donc du coup, on va tout de suite faire la part des choses. Il y a des différences entre des personnes, comme disait Liliane, sa maman, qui est dans une maison, donc qui est un proche connu, que je vais appeler une âme errante, donc qui va rester dans les lieux et qui du coup va attendre que la personne connue l'aide à monter, mais qui en attendant va parasiter, va faire baisser le taux vibratoire, parce que la véritable place des défunts, c'est dans la lumière, comme le dit si justement Serge Boutboul. Vous pouvez aussi avoir des âmes inconnues qui viennent vous voir parce que aux alentours, il peut y avoir un cimetière, il peut y avoir des lieux où elles sont coincées, où la configuration géographique porte ce qu'on appelle des mémoires. Et ces mémoires-là vont être aussi responsables de conséquences. Je vous raconte une histoire pour illustrer cette théorie. Un jour, on m'appelle pour aller nettoyer une maison qui était à Brignoles et cette personne était coach. Et elle me dit: «Bah, écoutez, je fais tout ce que je peux, j'essaie de rebooster les personnes au maximum, et de leur faire du bien, mais depuis que j'ai installé mon cabinet dans la cave, enfin l'ancien garage, eh bien j'arrive pas. J'ai l'impression d'être plombé toute la journée». Donc je commence à mesurer le taux vibratoire. On était à 12 000. Je lui dis: «Bon, bah, ça va, c'est pas trop mal». Elle dit: «Bah oui, j'ai des pierres, je mets de l'énergétique et tout». Et puis, d'un coup, je commence à m'adresser, à voix haute. Franchement, je prends pas de pincettes, hein. Je dis: «Voilà, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît?» Et là, j'ai mon oreille gauche qui commence à chauffer. Donc c'est ce qu'on appelle la clairaudience, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à travers mon oreille, j'ai commencé à entendre une petite voix. C'était une mamie qui me disait: «Oui, bonjour, c'est pourquoi?» Je dis: «Bah, bonsoir madame, c'est pour discuter un petit peu avec vous, savoir ce que vous faites». Elle dit: «Bah, je suis en train de faire la cuisine». «D'accord, et montrez-moi votre cuisine». Donc je reçois des images en clairvoyance et donc je les note sur un papier et je vais voir la propriétaire des lieux et je lui dis: «Mais dites-moi votre avant de faire les travaux, est-ce que ça ressemblait à ça?» Elle me dit: «Bah oui, exactement, la cuisine était là, le four là et tout ça». Je dis: «OK, donc ça veut dire que les informations sont justes». Pourquoi je vous explique ça? Parce que dans pas mal de cas, il peut y avoir l'imagination, il peut y avoir la paranoïa. Ça, ce sont un petit peu des incontournables. Donc comment on fait pour être sûr de soi? Eh bien, on pose des questions, on vérifie quand c'est possible. C'est important d'avoir une pratique qui se veut rigoureuse et c'est ça le discernement. Donc elle me confirme que la cuisine est bien comme ça et donc je discute avec cette dame et quel était son problème? Eh bien, elle n'avait pas conscience qu'elle était morte et étant donné que quand on quitte son corps physique, nous avons encore notre corps mental, c'est celui qui contient un petit peu nos mémoires de vie passée, mais aussi notre mémoire visuelle, exactement comme dans le sixième sens, pour tous ceux qui l'ont vu, vous savez, Bruce Willis. Eh bien, Bruce Willis, il n'a pas conscience qu'il est mort. Rappelez-vous, c'est qu'à la fin qu'il se rend compte qu'il n'a plus de corps physique et que du coup, il ne peut plus interagir avec la matière. Eh bien, c'était le cas pour cette mamie. Donc, du coup, le travail de passeur d'âme a consisté à l'aider à prendre conscience qu'elle était morte et du coup, à lui demander si elle était d'accord pour rejoindre la lumière. Parce qu'on ne peut pas forcer un défunt à rejoindre la lumière. Non, 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 ça, c'est pas, c'est pas travailler avec le cœur. C'est pas ça la technique.
Donc je lui ai aidé à prendre conscience de sa mort. Simplement, la technique est très simple, hein. Demandez-lui de bouger un objet. Et là, vous allez voir qu'elle ne veut pas y arriver. Demandez-lui d'allumer le four ou d'allumer une allumette et vous allez voir que c'est pas possible. Ou d'ouvrir une porte. Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle une prise de conscience. Voilà un petit peu pour ce qu'on appelle une présence d'âme libérée. Et ensuite, une fois que son âme est passée, j'ai remesuré à l'échelle de Bovis. Et là, on était dans les 22 000. Et 22 000 en unité Bovis, c'est plus que bon. Ça veut dire que ça a été bien nettoyé. Et donc ça, c'est important de vérifier tout ça. Je pars du principe que tous les passeurs d'âme et les passeuses d'âme ont cette capacité intuitive, naturelle à les ressentir, mais ne sont pas forcément équipés d'outils pour y faire face. Ou vous le faites intuitivement déjà. Dans ces cas-là, c'est génial. Donc on a lu les commentaires, il y avait le fait de faire appel à ses guides, d'envoyer de l'amour. Oui, mais des fois, on ne peut pas aider ces personnes. On ne peut pas aider tout le monde. Alors si vous avez cette conviction, je suis désolé de un peu casser votre monde de bisounours, mais nous ne sommes pas des sauveurs, les passeurs d'âmes. Nous ne sommes pas des personnes qui peuvent sauver l'humanité en envoyant toutes les âmes vers la lumière. Alors si vous lisez ce genre de trucs sur Internet, hein, il y en a qui circulent, eh bien, moi je suis pas d'accord. Je pense plutôt que il y a certaines âmes qui ne veulent rien entendre. Je vais illustrer cet argument par un exemple précis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des dames blanches? Qu'est-ce que c'est une dame blanche? On la rencontre souvent avant un carrefour, un croisement, un virage dangereux, et on entend parler sous forme de témoignages qui se recoupent. Ce sont des personnes qui disent avoir pris une passagère en autostop et qui, du coup, avant d'arriver à un virage, se met à crier très fort et d'un coup disparaît. Et on retrouve ce témoignage de plusieurs sources, de plusieurs personnes, dans différents endroits de France. Pourquoi? Eh bien, du coup, explication sur le fonctionnement de l'énergétique. Depuis l'introduction de cette conférence, j'ai abordé avec vous la notion d'avoir des corps énergétiques. Je voulais parler du corps physique, du corps mental, je ne vous ai pas encore parlé du corps émotionnel, qui est le corps astral. Le corps émotionnel a besoin de nourriture. On le nourrit continuellement. Il est la mémoire de tout ce qu'on vit. C'est un corps aussi avec qui on se déplace, le corps astral. Pour ceux qui veulent un peu mieux comprendre comment ça fonctionne, je vous recommande le film Nos Solars, Notre demeure, qui raconte l'histoire du médium Chico Xavier. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre comment fonctionne notre corps astral, qui du coup se charge d'énergie. De quelle énergie, à votre avis, se nourrissent la Dame Blanche? Eh bien, de l'énergie de peur. Lorsque nous sommes dans la peur, nous émettons, on va dire, des petites bulles d'énergie. Et elles vont aller nourrir jusqu'à densifier le corps astral de la Dame Blanche. C'est pour ça, et c'est tout à fait extraordinaire, que dans les témoignages, les personnes les décrivent. Parce que oui, le corps astral se densifie. Et oui, il peut avoir une apparence. Vous pouvez décrire une personne, c'est une brune aux cheveux longs, tout ça. Sauf que, est-ce qu'on peut vraiment aider ces personnes? C'est une bonne question. Personnellement, j'irai pas, volontairement aider une dame blanche en disant: «Attendez madame, je peux vous aider, vous êtes morte, ça va bien se passer». Alors là, non, franchement, j'ai pas les outils, je sais pas comment amener une personne qui est, prisonnière d'un scénario, un petit peu comme la mamie qui était coincée dans une maison, eh bien la dame blanche est coincée dans sa prison mentale. Donc elle continue à vivre ça en boucle. Si ça se trouve, cette personne a eu un accident tellement brutal qu'elle n'a pas conscience qu'elle est morte, elle répète cette boucle énergétique. Voilà un petit peu pour l'explication des âmes qui peuvent rester coincées. Ensuite, à partir de là, j'aimerais partager avec vous la notion de comment les aider à monter vers la lumière. Il y a plusieurs façons. Les âmes que vous avez connues,
ce qui va être important, c'est de comprendre ce qui les retient. Pourquoi est-ce qu'une personne ne part pas vers la lumière lorsque son dernier souffle s'épuise? En théorie, moi j'ai lu des livres là-dessus, notamment, si ça vous intéresse, j'ai lu Les Thanatonautes de Bernard Werber. Il est dit que lorsque nous arrivons à notre dernier souffle, eh bien, nos corps énergétiques sont attirés vers un tunnel de lumière. Donc ça veut dire que tout le monde n'a pas besoin de l'aide d'un passeur d'âme, mais que si certaines personnes refusent de prendre ce tunnel, c'est qu'il y a des raisons. Et la difficulté et le rôle d'un passeur d'âme vont être de comprendre ces raisons. Ça peut être, par exemple, parce que la personne n'a pas dit au revoir, elle n'a pas fait ses adieux à ses proches, ou parce qu'elle a des croyances et des loyautés familiales du style je serai toujours là pour te protéger, ou tu pourras toujours compter sur moi, ou parce qu'il y a des problèmes au niveau du testament. Alors ça, j'en ai régulièrement. Allez, une petite histoire. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et une demi-heure avant d'arriver, je me sens énervé et j'ai la porte de la machine à laver qui s'ouvre. Bon, j'avais mis des gros coussins, hein, donc voilà, elle s'est ouverte aussi. Je me suis dit: «C'est bizarre, il y a un truc qui va pas». Cette dame arrive et je commence à transmettre le message de son mari décédé et il était en colère. C'était un pharmacien qui avait légué une énorme fortune à ses enfants, mais qui du coup voulait pas leur donner parce qu'il voulait pas qu'ils en fassent n'importe quoi. Et il commence à me raconter sa vie et il me dit: «Oui, alors je veux que pour mon troisième fils, il a pas d'emploi, alors du coup, je veux pas qu'il compte sur cet héritage parce qu'il va le dilapider». Et du coup, je raconte ça là à sa femme qui me regarde avec une tête en disant: «Mais comment c'est possible que mon mari, il veuille encore tout décider?» Je dis: «Ah bah ça, c'est son argent, donc c'est à lui que ça appartient». Et puis d'un coup, je vois passer un fusil. Et je lui dis: «Mais tiens, il avait un fusil votre mari?» Elle dit: «Bah oui, justement, je sais pas quoi en faire, je sais pas si je dois le donner à mes enfants». Et là, j'entends son père qui dit: «Sûrement pas! Tu vas le revendre ce fusil, mais aucun de mes enfants ne l'aura». Vous voyez? Donc on était bien dans un témoignage de testament et on finit par un petit message où, la femme demande à son mari: «Alors, qu'est-ce que tu en penses de la vie que je mène et tout?» Et il lui dit, «Ah bah écoute, je vois que tu as mis en place, le goutte à goutte, c'est très, très bien». Elle me dit: «Ah bon, il a vu que j'avais mis le goutte à goutte?» J'ai dit: «Bah oui madame, il continue à vivre, à vous observer». Elle me dit: «Ah bon, il est toujours là?» Et je dis: «Bah oui, il est au courant de tout ce que vous faites». Et d'un coup, je vois passer comme ça en image, en clairvoyance, une image d'une bouteille d'alcool. Et il me dit: «Ah, je crois qu'il est pas trop d'accord pour les bouteilles d'alcool que vous avez ressorties». Et là, elle me dit: «Oh non, 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 mais je les ai rangées depuis». Du coup, c'était vraiment rigolo parce que on se rend bien compte à quel point les défunts peuvent intervenir et continuer à interagir et exprimer leur personnalité, hein. Et du coup, l'idée, ça a été de comprendre que ma fonction a été de transmettre les mots de ce mari disparu pour que le testament soit le plus juste possible en respectant ses dernières volontés. Voilà pourquoi j'ai pas pu l'aider à rejoindre la lumière. Il voulait pas partir tant que ça, c'était pas réglé. Deuxième cas, il est possible que des fois, des défunts soient des intrus dans des maisons. Notamment pour les enfants. Je vais en parler parce que j'ai lu dans les commentaires que certaines parmi vous avaient des enfants, qui avaient du mal, donc je vais vous raconter un exemple. J'ai mon ami médecin, qui est assez ouvert d'esprit, qui m'appelle en me disant, donc il a 3 enfants, 2 filles et un fils et qui me dit: «Ma fille, la plus jeune, ne veut plus dormir dans sa chambre et quand j'y vais dans la pièce, je me sens pas bien». J'arrive chez lui, je vais dans la pièce et effectivement, j'ai un drôle de ressenti. Je me sentais pas le bienvenu, j'avais envie de partir. Bon, bah, je suis pas parti, je suis resté là et j'ai commencé mon protocole de base. Donc, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Est-ce que vous acceptez de discuter avec moi? Et d'un coup, je me suis retrouvé, mais à genoux, sans plus pouvoir bouger. Et là, il y a Mathieu, mon copain médecin, qui me dit: «Ça va, ça va?» J'ai dit: «Bah, écoute, je suis en galère, je pense que le défunt, il a pas envie de partir». Et là, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, il y a pas tellement de solutions, hein. Vous pouvez, prier, demander avec toute gentillesse et tout votre amour, ça marche pas. Il faut de la force de caractère. Donc du coup, je me suis mis en colère, parce que la colère est aussi une force qui est très, brutale. Donc je me suis mis en colère contre lui et j'ai dit: «Non mais stop, il est hors de question que je me fasse bouffer. Monsieur, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en train de pourrir cette jeune, alors vous allez partir sur le champ». Bon, j'ai appelé aussi l'archange Michael, hein, je vous dis parce que tout seul, moi je suis un petit humain, je fais pas grand-chose. Et quand j'ai appelé l'archange Michael, j'ai effectivement senti qu'il y avait une libération dans cette pièce et mon copain médecin, il a dit: «Waouh, j'ai vu un truc blanc partir, là ça fait tout drôle». À partir de là, on a pris un petit peu de recul, j'ai rechargé la pièce en énergie et quand on est re-rentré, il n'y avait plus aucun symptôme alarmant. On se sentait bien, on avait envie d'y rester. Donc c'est ce qui nous a permis de vraiment vérifier qu'on avait bien fait partir ce défunt. Mais je vous précise que je ne l'ai pas fait monter dans la lumière, il ne voulait pas. C'était un défunt malveillant. Il voulait simplement rester, il se nourrissait de l'énergie des enfants. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un dégagement. C'est pas la même chose. Un dégagement se fait lorsqu'un défunt refuse de monter vers la lumière, qu'il est intrusif et qu'il est parasite. Un autre exemple d'un dégagement, un jour j'ai quelqu'un qui m'appelle pour une maison qui n'avançait pas, dont elle faisait les travaux. Elle avait mais que des problèmes. Elle appelle les maçons, boum, la bétonneuse tombe en panne. Elle veut couper à la scie sauteuse, boum, l'électricité saute. Enfin, vous voyez, à un moment donné, on se pose des questions. On se dit, non mais là, il y a un problème. Donc elle m'appelle et je me connecte à sa maison. Donc, et là, je tombe nez à nez avec un monsieur, une casquette comme ça, et puis il avait pas trop envie de parler. Et là, j'ai bien senti que j'allais galérer, que c'était pas un passage d'âme que j'allais faire. J'essaie de rentrer en conversation avec lui et il me dit: «Qu'est-ce que tu me veux toi? Je suis chez moi et j'aime pas quand il y a des étrangers». Alors, du coup, j'ai essayé avec beaucoup de bienveillance de lui faire comprendre qu'il était mort. Il s'en foutait. J'essaie de lui faire comprendre que c'était pas sa place et que du coup, il gênait l'actuel propriétaire. Il s'en foutait parce qu'il considérait qu'il était chez lui. Donc du coup, j'ai dit: «Écoutez monsieur, si vous voulez pas partir vers la lumière, moi je peux pas vous laisser là. Je vais demander à Michael qui vous envoie dans un endroit où vous pourrez plus déranger cette personne». Et hop, au revoir le défunt malveillant. Eh bien, c'est ça, un dégagement. Et ça, c'est important que vous en preniez tous conscience ce soir. C'est pas parce qu'on n'est pas sœur d'âme qu'on a la capacité d'aider toutes les âmes à monter vers la lumière. Ça nous demande du discernement. Ça nous demande aussi des outils pour faire un dégagement. Ça, c'est important. Bon, je vous parle un peu des situations difficiles, hein, mais dans la plupart des cas, ça peut très très bien se passer. Et il y a notamment des personnes qui font passer des âmes et qui n'en ont pas conscience. Alors, je vous raconte une histoire qui m'a bien fait marrer. C'était donc il y a quelques années, j'avais donné une conférence sur les guides et j'ai une dame, une petite mamie qui m'appelle pour une consultation et elle me dit: «Voilà, est-ce que vous pouvez demander à mes guides pourquoi est-ce que quand j'arrive à l'hôpital de Rennes, quand j'arrive au rond-point, eh bien, je me mets à chanter comme ça, en langue?» J'ai dit: «Pardon?» Elle me dit: «Bah oui, je sais pas ce qui m'arrive, donc je chante dans une chorale et je chante en différentes langues, hein, je sais pas, c'est naturel, mais quand j'arrive à ce rond-point juste devant l'hôpital, je suis obligé de chanter et je chante pendant 10 minutes à tue-tête et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le contrôler». Et là, je reçois le message de ces guides qui m'expliquent: «Alors, il faut que tu expliques à cette dame qu'en fait, c'est une passeuse d'âme et qu'en fait, sa vibration du cœur, eh bien, aide les âmes de l'hôpital à monter vers la lumière». Alors, je lui transmets ça. Elle me dit: «Mais c'est marrant que vous me dites ça, parce que franchement, j'y ai pensé, mais j'osais pas y croire, j'osais pas, croire que c'était possible, hein. Donc ah du coup, je les aide?» Je dis: «Bah oui». Elle dit: «Ah bah, c'est génial alors». Je dis: «Bah oui, c'est formidable madame. Vous aidez plein de personnes sans même avoir conscience de qui ils sont, mais du coup, en aidant juste à travers votre vibration et ça, c'est formidable» et ça fait partie aussi des personnes qui sont des passeurs d'âme. Donc là, c'était le cas pour une mamie.
Mais j'ai aussi une jeune personne, c'est une enfant indigo, qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, j'ai besoin de ton aide parce que je sens les défunts et je joue de la musique. Et à chaque fois que je joue de la guitare ou que je fais un concert, il y a plein de monde qui vient et je ne sais pas comment les aider. Elle dit, j'ai l'impression que je les aide en jouant de la guitare, mais c'est flou. Et en me connectant à ces guides, ils me montrent des images d'elle avec une belle intention du cœur. C'est une intention, vous savez, d'être au service. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un passeur d'âme, il a juste besoin d'être dans sa conscience du cœur et il aide plein de personnes. Et en fait, le fait qu'elle joue de la musique va apporter une vibration. Donc à la guitare, elle augmente le taux vibratoire de la pièce, si vous voulez, et du coup, il y a des âmes errantes qui se présentent et qui se servent, on va dire, un petit peu de ce puits de lumière. Voilà un petit peu comment est-ce que les passeurs d'âme sont en action sans même en avoir conscience. Donc voilà, ça, c'est beau, ça fait partie un petit peu de nos différentes missions d'incarnation. Eh ben, je vois que l'heure tourne et je parle beaucoup, je vois qu'il y a plein de commentaires, alors je ne vais pas tarder à vous les réserver, à les lire et à répondre à vos questions, et je vais juste vous raconter une dernière histoire. Allez, j'espère qu'elle vous plaise, hein, parce que je vous en raconte plein ce soir. Alors, il y a quelque temps, donc je suis venu rejoindre Sophie en Corrèze. Donc, moi, à la base, je vivais dans le Var. Donc, le Var, il n'y a pas beaucoup de châteaux. En Corrèze, la Dordogne et le Lot, c'est rempli de vieux châteaux. Donc, elle m'invite à passer la nuit dans un château romantique. J'arrive dans ce château et je dis à voix haute, bonsoir à tous, je sais qu'il y a des fantômes, mais par contre, je suis en vacances, je suis en week-end, alors s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Tout se passe bien. Au petit matin, on arrive pour prendre le petit déjeuner dans la grande salle. On passe par un salon où franchement, on a ressenti mais un mal-être profond. On commence à déjeuner et Sophie me dit, tu sais, il y a quelqu'un qui nous regarde là. Je crois qu'elle est en train de me parler. Et moi, je lui réponds très spontanément, bah oui, je sais, mais je suis en train de manger. Alors oui, ça peut peut-être vous surprendre, mais en fait, moi, je privilégie d'abord mes besoins corporels et matériels avant d'être au service des autres, hein. Voilà, c'est un peu égoïste, mais au moins, je sais qu'avec de l'énergie dans mon corps, je peux aider plein de personnes. Et je lui dis, on s'en occupera après. Elle dit, OK. On va dans la pièce d'à côté. Donc, c'était un grand salon, hein. Vous imaginez un château, ça faisait au moins 50 mètres carrés. Et là, on perçoit, donc c'est-à-dire en clairvoyance, on voit des personnes, plein de personnes assises sur des mobiliers du salon, donc des canapés jaunes. On se dit, ah, on va se mettre au travail. Et au moment où on s'assoit et on commence à méditer, il y a un couple qui rentre avec leur fille, et comme ils nous voient en train de méditer, du coup, ils sortent de la pièce, mais la fille reste et commence à s'asseoir au piano. Parce que oui, c'est un château, il y avait un piano dans la pièce. Et elle commence à jouer de la musique. Et vous savez quelle musique elle a joué? Est-ce que vous avez vu Harry Potter et la chambre des secrets? Est-ce que vous vous rappelez quand il y a la fille qui est coincée dans les toilettes et qu'il y a la musique qui fait tu 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 tu. Je le fais très mal, hein, je sais pas chanter. Mais en gros, elle commence à faire cette musique-là au piano. Et nous, on se regarde sans rien se dire avec Sophie. On se dit, OK, les guides nous envoient cette personne, c'est pour aider par la musique, donc on y va. Et là, on a fait donc chacun ses protocoles, hein, vraiment, c'est libre. Moi, j'utilise le Reiki, par exemple. Donc le Reiki, c'est une énergie sacrée de bien-être et de guérison chargée d'amour. Et c'est une lumière, une énergie qui va pouvoir servir, on va dire, de fenêtre, d'ouverture, comme un petit peu un puits qu'on ouvre. Sophie, elle le fait pareil en énergétique, sauf qu'elle n'utilise pas le Reiki. Elle, elle se place dans son cœur, elle envoie de l'amour. Chacun ses techniques. Et donc, du coup, on fait ça tous les deux. Et là, on sent mais des courants froids passer sur les mains. Et on sent que la pièce, elle se dégage, elle se libère, elle se libère. Je ne sais pas combien de temps s'est passé, mais en tout cas, la fille a arrêté de jouer, elle est partie. Et on a ressenti mais énormément d'amour, comme si on nous disait merci. Et cette joie-là qu'on a ressentie, bah, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de transmettre des conférences,
d'en parler, d'aider aussi toutes les personnes pour transmettre des outils et aussi se rappeler quelle est la beauté de cette mission de vie, quelles sont les difficultés à partir du moment où vous êtes plus dans les schémas bourreau, victime, sauveur. À partir du moment où vous ne subissez plus cette situation, c'est-à-dire que si vous décidez un moment de placer du temps, de vous accorder un moment pour leur venir en aide, eh bien du coup, c'est un véritable cadeau. Et j'espère qu'à travers toutes ces histoires, eh bien, je vous ai aidé à vous positionner, à mieux prendre conscience de votre rôle. Et du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est de pouvoir répondre à vos questions qui m'ont l'air super nombreuses. Donc, je vais demander à Cédric un petit coup de main pour pouvoir partager avec les plus pertinentes. Ça marche. Ben, avec plaisir. Et ben, merci beaucoup déjà pour ces belles histoires que tu nous as racontées. Je suis sûr que ça parle aussi à beaucoup de monde sur un petit peu aussi ce qu'on peut ressentir eh bien, quand on est en présence d'un défunt. Avant de prendre vos questions, je vais remonter un petit peu le fil du chat pour pouvoir les lire et puis prendre un petit peu tout dans l'ordre. Est-ce que tu pourrais nous parler, Clotaire, des ateliers qu'on va vous proposer, eh bien justement pour aller plus loin sur le passage d'âme? D'accord. Donc, nous allons faire une formation en 2 modules, donc qui commence lundi prochain, qui sera disponible en replay. Dans la première partie, nous allons apprendre tout ce qui est les protections. Hein, j'en ai parlé en introduction, c'est important. On va voir les prières de nettoyage, de dégagement. On va voir comment faire une coque de protection, comment nettoyer sa maison, son habitat, avec ou sans le Reiki 2. Donc ça, c'est important, ça pose des bases pour pouvoir éviter de subir. Donc on apprend des outils énergétiques aussi pour nettoyer ces corps énergétiques et pour enlever un défunt intrusif. Je repense à ce commentaire qui disait que une personne ressent les défunts en soi. Ça, c'est une incorporation, c'est important de pouvoir apprendre à les enlever. Il existe pour ça une technique qu'on verra qui s'appelle la technique du tamis. Voilà pour le module numéro 1. Module numéro 2, nous allons travailler la médiumnité avec tous les membres de ma famille. Donc, je vous ai pas raconté mon histoire de vie, mais en gros, moi, je suis devenu passeur d'âme parce que ma mère est décédée à l'âge de 18 ans et que j'étais obstiné à l'idée de communiquer avec elle. Et 7 ans après, elle m'a demandé de libérer son âme et de l'aider à rejoindre la lumière. C'est comme ça que j'ai fait mon premier passage d'âme. Et c'est avec elle que vous allez communiquer pour pouvoir affiner toutes vos capacités. Ensuite, vous allez communiquer avec ma grand-mère et avec ma tante. Ça va vous entraîner pour affiner vos capacités de clairvoyance, de clairaudience et de clair-ressenti pour vous transmettre l'importance de comprendre pourquoi un défunt n'est pas monté vers la lumière. Ensuite, on fait un petit passage sur les animaux, pourquoi est-ce qu'ils peuvent rester bloqués. On fera un entraînement avec un animal lumineux et on terminera la formation par une méditation guidée qui va faire appel à des archanges et à Anubis. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de résonance et d'affinité avec Anubis, donc j'aime beaucoup lui demander de l'aide lors des passages d'âme. Et on aidera les personnes à monter vers la lumière, tout simplement. Donc, ces 2 modules qui seront disponibles en replay vont vous permettre de recevoir les outils de manière la plus complète et la plus efficace possible, en vous précisant que je resterai toujours à votre écoute en cas de problème et de besoin, tout simplement. Pour la présentation de ces ateliers, en tout cas, voilà, ça va être un plaisir de vous retrouver et pour vous accompagner là-dessus. Vous pouvez retrouver toutes les infos juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc, ben, on va partir sur les questions et on va commencer avec celle d'Angélique qui te demande: bonsoir Clotaire, y a-t-il un rapport entre les passeurs d'âme et les picotements dans les mains? Alors, les picotements dans les mains, il me faudrait plus de précision. Ils peuvent être liés à plein de choses. Les picotements dans les mains, ça peut être une énergie que vous canalisez, ça peut être aussi des fois un problème de circulation sanguine. Hein, je rappelle, c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que on va chercher une réponse énergétique à tout. On va d'abord rechercher les correspondances physiques, physiologiques, et on va voir un petit peu à travers les picotements. Effectivement, le fait d'avoir une âme dans ses mains, un corps astral, peut provoquer des picotements, mais ce n'est pas le cas dans 100% des cas. À chaque fois, je le reprécise, j'invite au discernement et surtout à ne pas mettre des étiquettes sur chacun des ressentis.
Parfait. Merci pour ta réponse et merci aussi pour toutes vos questions qui nous permettent de construire un petit peu cette conférence. La suivante est celle de Liliane Edith. Tout à l'heure, tu as parlé de dégagement et elle voudrait savoir où vont ceux qui ont été dégagés. C'est une bonne question, Liliane. J'ai pas vraiment la réponse. Là, j'ai terminé mon manuel qui s'appelle La pratique Reiki au métier de thérapeute et je terminais tout à l'heure avec le lexique des définitions. Et j'essaie un peu de mettre des mots sur tout ça. Et à un moment, j'essayais de définir la notion de plan de l'astral. Les défunts s'en vont dans différents plans. Et j'ai utilisé cette définition en disant c'est un petit peu comme une échelle. En bas, c'est la terre, en haut, c'est la lumière. Sauf que le défunt, il ne veut pas monter en haut de l'échelle. Donc, du coup, il y a l'archange Michael qui va l'emmener sur un des barreaux de l'échelle de manière à respecter son libre arbitre, qui est de ne pas rejoindre la lumière, mais de manière aussi à ne plus déranger la personne qui est sur Terre. Donc, il va être emmené dans des plans intermédiaires. Après, où c'est, j'en ai aucune idée. Voilà, j'espère que la réponse vous éclaire. Clotaire pour cette réponse. Lise te demande, que penses-tu de communiquer avec les entités par l'écriture automatique? Alors, j'en ai beaucoup parlé dans la conférence sur les guides, puisque je forme des personnes à l'écriture intuitive. Je vais avoir un message qui va être très clair, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous de qui vous adresse le message. Prenez du recul sur l'écriture automatique par rapport à ce que vous recevez. J'ai beaucoup de personnes qui se font manipuler, qui du coup veulent plus faire d'écriture automatique parce elles sont pas sûres de qui leur adresse le message. Attention, dans le monde de l'invisible, c'est pas les bisounours. Il existe un très grand spirit français qui s'appelle Alan Kardec, et je pense que vous le connaissez tous, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Livre des Esprits. Il a classé les esprits en 10 catégories, les esprits frappeurs, les esprits malins, les esprits joueurs, et il a montré que leur jeu préféré, c'était de se nourrir de la peur des humains et de les manipuler. Donc du coup, attention à l'écriture intuitive, ça peut être un outil à partir du moment où on sait s'en servir avec efficacité. Ça veut dire une bulle de protection, reconnaître qui se présente et surtout savoir dégager si c'est une entité malveillante. Voilà ce qui me semble un pack complet pour pratiquer en toute sécurité l'écriture intuitive. Merci Laura pour ta question. Merci Lise. Laura maintenant nous demande, ma tante est décédée la semaine dernière, je pense beaucoup à elle, comment savoir si elle est dans la lumière? C'est une bonne question. Alors, dans un premier temps, elle n'a pas forcément besoin de vous pour monter dans la lumière. Des fois, c'est des peurs. On a peur qu'il ne soit pas bien, tout ça. Mais si vous avez plusieurs fois, vous rêvez d'elle, si vous avez des signes qui montrent, qui vous font penser à elle, si vous avez toutes sortes de choses qui vous attirent l'attention, alors il se peut qu'elle ne soit pas montée dans la lumière. Un autre moyen de savoir, c'est de le ressentir. C'est que je demande le nom et prénom et j'invoque le corps astral. Alors, ça m'arrivait tout à l'heure, j'étais en train de faire une consultation. Je lui transmets un message de son chien disparu et elle me dit, mais tu fais aussi les messages de défunts? Je dis, bah oui, je viens de te faire un message avec ton husky. Elle me dit, bon, si je te donne un nom, prénom, tu vas pouvoir me dire parce que j'arrête pas de rêver de lui. Donc, elle me donne son nom et son prénom. Et d'un coup, bah, je me mets à tousser comme ça, je suis pas bien. Elle me dit, ah, je suis désolé. J'ai dit, non, c'est pas grave, mais en tout cas, il va pas bien. Il n'est pas monté vers la lumière. Et je commence à lui transmettre le message. Et en fait, il était pas bien, il était inquiet parce que c'était l'amour de sa vie et qui n'a pas pu se concrétiser. Du coup, il était bloqué. Et rien que le fait de ressentir sa présence et de tousser, j'ai su qu'il n'était pas monté vers la lumière. Voilà. Après, ça dépend des personnes. Moi, j'utilise beaucoup le ressenti. On peut l'avoir en clairvoyance, on peut l'avoir en clairaudience, ce genre d'information. C'est pour ça qu'on travaille lors de la formation de la médiumnité, pour que vous puissiez être sûr de votre jugement et affiner vos capacités, tout simplement. Est-ce que le Reiki peut-il aider pour le passage d'âme? Oui, complètement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, ça fait partie
des connaissances que j'apporte dans mon manuel, le Reiki, c'est une énergie, c'est un canal extérieur où on va en servir de l'intérieur. C'est-à-dire que cette énergie extérieure vient rentrer en nous par le coronal et ressortir à travers nos mains. À partir de là, nous pouvons aider en créant un puits de lumière pour aider les âmes à monter. Je vous l'ai raconté tout à l'heure à travers un exemple. Merci pour la réponse. Nadia, en tant qu'on l'appelle, est-ce que la prochaine fois que justement elle entend cet appel, est-ce qu'elle doit répondre, est-ce qu'elle doit pas? Excusez-moi Nadia, c'est comme si vous me demandiez la prochaine fois qu'on m'appelle au téléphone, est-ce que je dois décrocher? C'est la même chose. En fait, si vous avez les capacités, eh bien du coup, exploitez-les. Apprenez à vous faire confiance. Vérifiez par l'expérimentation, par la matière, sachant qu'ils captent très bien vos pensées. La communication avec les défunts se fait par télépathie. Essayez, vous verrez bien. Peut-être que d'autres réponses suivront. Sandra te demande comment faire pour savoir qui se présente lorsqu'on n'est pas forcément clairvoyant et comment faire la différence entre une entité pas sympa et un défunt. C'est une bonne question. Il y aurait beaucoup à vous transmettre là-dessus. Je vais refaire un résumé de cette conférence. Si Sandra, vous n'êtes pas clairvoyante, vous avez d'autres capacités qui vont être le clair ressenti ou la clairaudience. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de les voir pour aider les défunts. Ça, il faut vraiment se libérer de cette croyance. Donc du coup, dans la formation, on mettra en avant vos capacités pour que vous puissiez les utiliser de manière fluide et précise, notamment le ressenti qui permet de faire la différence entre une entité pas sympa, on va dire malveillante, et un défunt. Comment on fait la différence? Mais c'est subtil, c'est super compliqué. Les défunts peuvent être bienveillants ou malveillants. Vous vous souvenez de l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je suis arrivé chez mon ami médecin? C'était un défunt malveillant. Donc j'ai fait un dégagement. Une entité, toujours pour vous raconter et qu'on se mette d'accord sur la définition, une entité, c'est un terme qui est assez galvaudé. On entend des entités de partout. Une entité, moi, dans mon manuel, je l'ai plutôt défini, c'est une conscience autonome sans corps physique. Les anges sont des entités, les êtres démoniaques sont des entités. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, on va remplacer ce terme par des présences. J'aime bien ce terme, il me semble un peu plus juste et moins galvaudé. Donc, nous avons des présences bienveillantes et des présences malveillantes. Sachant que toutes les présences bienveillantes ne sont pas forcément des défunts, des anges, tout ça, il peut y avoir des maîtres ascensionnés. Et les présences malveillantes ne sont pas forcément des défunts. Ça peut être autre chose. Ça peut être des entités parasites, ça peut être des corps énergétiques, tout ça. Ça, c'est ce qu'on voit dans le premier module de la formation, en termes de connaissances, pour faire un petit peu le tri dans tout ça, parce que bah, dans le monde de l'invisible, eh bien, c'est un petit peu comme chez les humains, hein, il y a tout et n'importe quoi, et c'est pas évident à discerner comme ça. Bien, merci Clotaire pour ta réponse. On avait Laura qui demandait combien de jours sont nécessaires à un défunt pour monter dans la lumière après le décès. C'est variable. Je n'ai pas de réponse précise. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être immédiat. Souvent, je remarque que les défunts assistent à leur enterrement. J'aurais pu vous raconter plein d'histoires, mais du coup, je n'ai pas le temps de tout vous raconter. J'ai essayé de m'en tenir à 45 minutes. Et ensuite, c'est variable. Le mieux, c'est d'essayer. Au minimum, de ce que j'en comprends, c'est qu'il faut laisser passer 4 jours, parce que 4 jours, c'est le temps que met le corps éthérique, c'est-à-dire le premier corps énergétique qui soutient les chakras, qui se libère après le décès du corps physique. Il est de couleur bleutée, c'est un petit peu pour ça qu'au-dessus des cimetières, on voit des fois des petites fumées bleues. Eh bien ça, ce sont les corps éthériques qui se dissolvent. Merci Laura pour la question. Euh, Nadia voulait savoir du coup, est-ce que les défunts, hormis du coup les membres de notre famille, connaissent nos prénoms et d'autres parties de notre chemin de vie? Oui, d'une certaine manière. D'ailleurs, vous répondez
Toute seule à la question, Nadia. Les défunts connaissent donc nos noms, prénoms et le reste, et vous dites après, la dame qui m'a appelé l'a fait avec mon nom, prénom. Très étonnant. Mais oui, ils ont accès à une certaine somme de connaissances. Ils peuvent interagir avec vous, ils lisent en fait en vous. C'est pour ça que dans le monde invisible, il faut aussi pratiquer le discernement parce que on peut facilement se faire piéger. Et moi, le premier, hein. Franchement, comme dit Van Damme, quand j'étais jeune, j'étais très con et je suis resté très jeune. J'ai fait beaucoup de conneries. J'ai cru pouvoir aider des âmes qui en fait n'étaient pas des âmes, mais c'était des sales entités qui sont venues me bouffer. Je me suis retrouvé parasité, je me suis retrouvé incorporé. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et en même temps, ça m'a énormément appris à grandir, à développer mes sens et à pratiquer le discernement pour bien aujourd'hui le transmettre au plus grand nombre. Puis, Voilà. Moi, j'en conclus, j'ai répondu à votre question à Spotty Smiley. la Virginie qui nous demande, l'obsidienne est-elle efficace pour la protection la nuit? Alors, je m'y connais pas assez en termes de pierre pour vous répondre avec certitude. Toutes celles que je connais, c'est celles que je vous ai transmises, c'est la labradorite, l'œil de tigre que j'utilise. L'obsidienne, j'en avais une, la lame d'Apache, mais elle servait pas à la protection. Elle servait plutôt à ouvrir ma conscience et mon troisième œil pour avoir accès à la canalisation de mes guides. Le jade aussi peut aider à l'ouverture du troisième œil et puis la canalisation. Et puis ces pierres, bah, vous pouvez les retrouver aussi sous plein de formats, sous forme de bracelet par exemple, ou sous forme de collier que vous pouvez porter sur vous la journée aussi pour vous permettre un peu de tranquillité. Merci pour la réponse. Isabelle voudrait savoir, est-ce que le fait de se retrouver parfois dans des églises, quand on n'y est pas convié, de sentir cet appel, peut être un signe d'appel par des défunts? Ça peut être un signe, mais c'est pas assez probant. Ça peut être lié à plein d'autres choses. Donc, essayez de donner un petit peu plus de détails et de précision pour que je puisse vous apporter une réponse qui soit claire. Mais la question aussi pour savoir comment sait-on si on a la capacité d'être passeur d'âme? Alors, comme je l'ai dit au tout début de cette conférence, être passeur d'âme, c'est un outil qui s'apprend. J'espère qu'à travers cette conférence, vous vous êtes retrouvés à travers les histoires, à travers les connaissances, à travers ce que je vous ai transmis. Et ensuite, vous pouvez apprendre cette fonction exactement comme quand on apprend un métier, on a besoin de se former. Pour ça, ce qui est important, ça va être de ressentir l'appel dans votre cœur. Et ça, c'est vraiment un choix qui est personnel. C'est pas à moi de vous dire, je suis personne, hein, moi, je suis juste un relais messager. C'est pas à moi de vous dire si vous êtes passeuse d'âme ou pas. C'est pas à moi de vous dire si vous avez l'appel du cœur ou pas. Ça, c'est un choix personnel. Et merci pour cette réponse. Laura voudrait savoir, est-ce que communiquer avec un défunt permet d'obtenir des réponses exactes? Ah bah oui, mais pas surtout. Par exemple, j'ai formé quelqu'un au guide avant-hier et elle voulait un message de sa tante décédée et quand elle communique avec elle, elle commence à me demander: «Oui, alors je voudrais savoir, dans combien de temps ma maman va la rejoindre, quelle date et tout?» Et à un moment, j'ai arrêté, j'ai dit: «Attendez, cette personne décédée, elle est pas voyante. Elle est pas là pour vous dire, oui, dans 2 jours et 23 minutes, votre maman va partir». Donc, ils ont un certain nombre de réponses. En revanche, ça reste des humains sur un autre plan. Il y a des limites. Comme, exactement comme les guides n'ont pas toutes les réponses de votre avenir et vont sûrement pas vous transmettre tout le déroulement de votre vie parce que le but n'est pas de faire de la voyance. Voilà, tout simplement. Merci pour cette réponse, Clotaire. Soa Farad nous demande si un suicidé devient forcément errant. C'est une bonne question. Dans mon champ d'expérience, la plupart des suicidés à qui je suis venu en aide étaient forcément errants. Sinon, ils ne seraient pas venus voir, ils n'auraient pas besoin d'aide. Donc, c'est vrai que j'ai une réponse qui va être plutôt subjective et je vais vous dire que j'ai pas la réponse là. Ce serait un raccourci de vous dire oui, si on se suicide,
on va errer dans les plans, des plans du bas astral. J'ai pas de réponse toute faite. Bien, merci quand même pour cette réponse et merci pour la question. Nadia qui a une question qui ne sait pas forcément si c'est en rapport, mais qui dit qu'elle a un déséquilibre en ce moment et comme l'impression que le corps subtil va aller se promener. Est-ce que cela peut-être te parle? Le corps qui veut aller se promener, c'est une envie du corps astral d'aller se déplacer, d'aller voyager, d'aller explorer. La plupart du temps, ça se fait la nuit, mais ça peut aussi se faire en journée lors des moments un petit peu de flottement. Où on est un peu en état de veille. Sandra dit, j'ai déjà un cours sur le passage d'âme, n'a pas peur des défunts, sauf d'un qui est chez elle et elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment en fait entrer en connexion avec. Alors, eh bien, de la même manière que moi je le fais, vous parlez à voix haute ou en pensée et vous commencez un dialogue. Et puis voilà, nous proposons aussi justement les deux ateliers à partir de la semaine prochaine que vous pourrez aussi retrouver après en replay pour aller approfondir bien toutes ces capacités et puis la manière aussi d'utiliser ces capacités pour le passage d'âme. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. D'accord. Donc, j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous posiez et surtout que cette conférence, elle serve à vous éclairer, à donner des pistes et peut-être à vous donner envie de vous former à partir de lundi prochain. Eh bien, ce sera avec plaisir de vous retrouver. Merci en tout cas, Clotaire, pour tout ce que tu nous as apporté. Et puis, on a eu un petit commentaire qui disait que tes histoires étaient très appréciées, en tout cas. Donc, C'est chouette, c'est un plaisir de vous les partager. terminer bien cette soirée. Voilà, justement, Nadia nous dit une petite histoire. Nadia, je suis pas Père Castor. Une histoire de Alors, la fin. avant d'aller vous coucher, une petite histoire sur un mort. Et juste avant, je vais répondre à la question de Laura qui voulait savoir si on peut faire que le module 2. C'est une formation en 2 modules puisqu'il y a une continuité bien dans la suite des ateliers. Je suppose que c'est ça, Clotaire. Exactement, c'est vrai que tu mottes les mots de la bouche. Voilà. Parce que je te laisse de la salive pour l'histoire. Non, c'est vrai. Attendez, je regarde mes fiches. Une histoire. Allez, je vous raconte une petite dernière histoire. Mais après, c'est tout. Hein. Après, on va se coucher. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai quelqu'un que je voyais régulièrement, hein, qui était pas très loin de Brive, qui était à Obja, qui avait fait la formation guide et je lui avais dit qu'elle était passeuse d'âme. Et un soir, elle m'appelle, elle me dit, écoute, Clotaire, j'en peux plus, je suis chez moi et dans ma chambre, la lumière s'allume et s'éteint sans arrêt. Je ne sais pas ce qui se passe. Et la porte, elle s'ouvre. Pourtant, c'est pas méchant. J'ai pas peur, mais ça me dérange parce que c'est en pleine nuit, j'arrive pas à m'endormir. Je commence à percevoir en fait une âme qui était celle de sa maman. Et je lui dis, mais tu sais, ta maman, elle n'est pas montée vers la lumière. Elle me dit, ah bon, ben pourtant, j'ai rêvé d'elle, elle était en blanc, je pensais qu'elle était montée, tout ça. Et je lui dis, bah alors, madame, votre fille pense que vous êtes montée, qu'est-ce qui se passe? Et sa mère dit, mais je suis pas montée parce que je suis inquiète pour papa, il va pas bien et je suis inquiète pour sa santé. Et donc, le père de cette personne avait des problèmes de santé, ce qui a empêché sa femme de monter vers la lumière. Donc, du coup, je dis, bah, écoute, si tu veux, on prend rendez-vous et on va aider ta maman à monter vers la lumière. Elle me dit, OK, on prend rendez-vous, on commence le protocole. Et sa maman, franchement, elle avait beaucoup de résistance. Elle avait un fort caractère. Donc, c'était compliqué de lui faire comprendre l'importance de monter vers la lumière parce qu'elle avait peur qu'une fois montée, elle ne puisse pas redescendre pour aider son mari. Alors qu'au contraire, quand on monte vers la lumière, on est équipé d'un véhicule énergétique lumineux qui permet d'être beaucoup plus efficace. Et donc, elle accepte de monter. Et d'un coup, il y a la porte de sa chambre qui s'ouvre. Mais physiquement, elle me dit, attends, il y a la porte qui s'ouvre. Et ça a laissé passer allez, une vingtaine de centimètres. Et d'un coup, j'ai une image comme d'un chien qui me saute dessus. Et je dis, oh, j'ai un chien qui m'a sauté dessus là dans l'astral. Qu'est-ce qui se passe? Et Sophie, elle me dit, mais il est comment ce chien? Et j'ai dit, c'est comme un petit Yorkshire et il monte les dents comme ça. Et là, vous savez ce qu'elle me répond, Sophie? Elle me dit, ah, bah c'est Rocky.
Quoi? Mais c'est qui Rocky? Elle me dit: «Bah, c'était le chien de ma maman». J'ai dit: «Ah, d'accord». Donc en fait, il a attendu sa maîtresse pour monter rejoindre la lumière. Eh bien, cette expérience, c'est la première fois que j'avais un chien qui était resté bloqué avec sa gardienne et qui a attendu que sa gardienne passe pour monter vers la lumière. Et voilà, c'était une expérience assez incroyable et c'était il y a pas très longtemps, hein, c'était il y a peut-être 6 mois et depuis je l'ai intégré dans la formation. Donc j'ai mis un petit module, comment aider les animaux à rejoindre la lumière. Voilà pour la dernière histoire de ce soir. Ben, merci Clotaire pour ces expériences. On a eu un commentaire aussi sur YouTube d'une personne qui disait super ton rire, c'est très rafraîchissant, la formation sera plus sérieuse évidemment, mais c'est très intéressant. Évidemment, mais avec une touche d'humour quand même parce que je reste ce que je suis quand même. Eh bien, merci à toi, merci à vous pour votre présence, pour cette belle soirée. Nadia aussi te remercie pour ce magnifique moment plein d'amour et plein de rire. Un vrai plaisir cette soirée. Eh bien, c'est aussi grâce à vous justement qu'on peut construire ces conférences, grâce à votre présence et vos échanges. Donc, on va vous souhaiter une très très belle nuit. On termine sur cette belle histoire. Merci à toi, Clotaire. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci Cédric pour ton accueil et ton partage et au plaisir de vous retrouver. On pourra se retrouver dès la semaine prochaine pour les ateliers Passeurs d'âme. Passez une très très belle soirée, une très belle nuit. Merci à vous. Belle soirée. Au revoir à tous.